Vous êtes bien à l'écoute du One A Club, le podcast qui ne recule devant rien. Aujourd'hui, nous avons préparé une émission exceptionnelle grâce à nos envoyés spéciaux. Et puis quels envoyés? Carotte, Tot, Chevonne et El Pouillou. Car effectivement, nous n'avons pas pu nous rendre nous-mêmes au festival de la bande dessinée internationale d'Angoulême. Pas besoin, hein. Et non, car nous sommes pris sur un salon fantastique, le salon de la frite beaujolaise. Ouais. Une culture très peu connue. Mais heureusement, grâce à Tot, Chevonne, Carotte et El Pouillou, je pense que vous en apprendrez beaucoup plus sur la bande dessinée, qui est quand même le sujet qui vous intéresse sans doute si vous écoutez notre émission. Ouais, mais la frite beaujolaise quand même. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qu'il a ouvert pour aérer. Coucou les gens, on va déjà féliciter tous les gens qui nous écoutent en live, en direct, et qui nous ont écouté notre dernière émission le 31 décembre. Et à vous qui nous écoutez aujourd'hui, on vous souhaite une bonne année. Les autres, on vous l'a déjà souhaité la dernière fois que vous nous avez écoutés. C'est ça. Donc voilà. Happy New Year. Voilà. Je suis One A Pied, je suis accompagné de mes acolytes intemporels. Alcooliques à l'Oasis Tropicale, franchement. Vous déconnez ce soir. On a bu avant. C'est costaud. Thio. Bonsoir. Le maître des nodules. Et Tizak. Non, Ouais, je non, ne ferai pas de rime parce que ça sera. Non, le maître qui recule. Ouais, okay. Voilà. Aujourd'hui, nous allons encore vous parler de bande dessinée avec une rubrique crowdfunding. Ça faisait longtemps qu'on avait un peu zappé ces côtés-là. T'es sûr qu'on parle de BD ce soir? Thio s'est remis au travail pour nous parler de bande dessinée en crowdfunding et il a pas mal de sujets cette fois-ci. Je suis presque dans la divination même pour certains, oui, on est fort. Et bien sûr, nos chroniques qui sont le cœur de notre émission. On évite encore les express parce que je sens qu'on en aura de moins en moins parce qu'en fait, on va... Parce qu'en fait, on n'a plus l'express. Ouais. Non, puis on aime bien quand même chroniquer. Chroniquer longuement. Donc, nous allons vous parler de La fleur dans l'atelier de Mondrian, de Bojangles, du Valérian hors série dont j'ai oublié le titre, mais c'est pas grave. Chinguzlu's Incorporation. Merci. De Jessica Jones numéro 1. Sans Cage. Jessica Jones Incorporated. Pas ça. Non, il n'est pas Incorporated. La Nef des Fous numéro 8 avec surprise. Eh oui. Et Tebori le tome 3 qui tue vos oreilles parce que là j'ai du rouge là si je regarde bien le truc. Mais... Oui, c'est normal, les oreilles vont saigner. Non, en fait, c'est que tes oreilles saignent. Voilà, c'est ça. Et voilà, et qui conclut cette série. On espère que vous allez apprécier votre compagnie en notre présence audio. Votre compagnie, vous allez apprécier votre compagnie. Oui. Tu dis aux gens d'apprécier le fait d'être avec eux-mêmes. Bah oui, parce que de l'autre côté, on n'est pas là, quoi. Je veux dire, il faut qu'ils s'apprécient eux-mêmes. Ok, d'accord. Ok. Mais sinon, heureusement qu'on est à l'Oasis. Hein. Allez, enchaîne. Oui, ça, attends, faut que je lance des jingles parce que mes raccourcis marchent plus. Voilà, je vous emmerde. Online. Attention, Thio, c'est à toi. C'est fantastique. Moi, je trouve que des lancements comme ça. Il y a du lancement, là, je veux dire. On est sur du top niveau. Lancer de marteau, on est des champions. Attends, lancer de nain, là. Vous m'avez quasiment mis sur orbite autour de Ledaios. Ouh, transition Au début, donc, je vais vous parler donc, de Witch Memory, un crowdfunding donc, sur Yulul. Yulolé. Faudrait demander à Michel comment on le prononce en espagnol. Ça pourrait être drôle. Oui. Ouais. Voilà. Mais enfin, les gens savent pas qui est Michel, mais on lui demandera. Ouais, non, mais c'est important. Michel, mais forcément. Michel, tu penses à nous. Donc, tu nous écoutes. L'histoire se déroule donc sur la planète Ledaios, qui est donc une planète un petit peu dans un univers d'heroic fantasy avec des sorcières qui ont des pouvoirs mais qui en fait ont perdu la mémoire. Et une quête avec des méchants qui en fait veulent la tuer, mais le problème c'est que comme elle a perdu la mémoire, elle ne se rappelle pas du tout pourquoi est-ce que en fait ils veulent la buter. Donc j'ai trouvé que le pitch était sympa, ça avait l'air à peu près totalement barré et au niveau du graphisme c'est assez joli aussi, donc ça m'a tenté. J'ai pas pu baquer parce que bon là après les fêtes de fin d'année forcément je suis comme tout le monde, j'ai plus une thune quoi. Comment ça? Oui non mais je suis pas un chirurgien moi monsieur. Donc non plus. On est dans la private joke aujourd'hui, je sens. Voilà. Donc alors pour 7 € vous aurez donc le PDF, pour 18 € vous aurez la BD en format papier. Il n'y a plus de dédicace possible et en même temps je trouve que c'est
à la fois dommage, mais en même temps très bien, parce qu'ils ont fait en fait 2 campagnes de dédicaces sur leurs albums pour un nombre de personnes limité, ce qui fait que peut-être que chacun aura une belle et très jolie dédicace et pas juste un Gris signature. Mais pas vous. voilà, mais ce sera pas vous, voilà. Mais par contre, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un truc qui était sympa, c'était le Pulse 500 pièces. Voilà. C'est une bonne idée. Je trouve que non, mais c'est un truc original comme contrepartie. À 110 € par contre, là faut envoyer de la caille quoi. Ah Voilà. ouais. On Il est Oui, sponsorisé par Ravensburger ou... Oui, t'as un Pulse de 500 pièces. reste dans Ah oui. un graphisme très Disney à forte poitrine. Alors du coup, ce sera un truc ce sera en A4, ce sera. Disney apporte. Ah oui, non, c'est un style à la Disney à forte poitrine. Je peux pas. Par contre, ce sera un 46. C'est une nouvelle niche quand même. Ce hein. sera un 46 pages en couleur. Voilà. D'accord. Et je crois que c'est prévu en. Je sais plus, c'est 3 ou 6 tomes. Ok. Bon, bah merci. Suivant. C'était 6 tomes, voilà. C'est parce que j'ai eu un doute. Ensuite, je vais vous parler du French. Attendez, là, je vais demander à Tizak. Le French Geek. French Geek Universe. Voilà. Yeah. Yeah. Alors, what again, Motherfucker. people you- I wanna get people to fly. Bon, d'une part, donc là, c'est pas une bande dessinée, je suis d'accord. Ils ne font pas de bande dessinée, ils ne produisent rien au niveau bande dessinée. Mais c'est un festival qui aura lieu à Aix-en-Provence du 28 au 29 avril. Les seules contreparties que vous pouvez avoir et le seul intérêt à participer à Scrofunding, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir vos entrées à moitié prix. La première est à 5 €, c'est un pass pour un jour, alors que le pass un jour est à 10 €. Et sinon, vous avez la deuxième contribution à 10 €, ou là, normalement, c'est 20 € pour les 2 jours. Et on vous signale qu'en fait, même si on a dû croiser les gens du French Geek Movement un jour, ouais, déjà en interview, je crois même d'ailleurs, en fait, on les connaît assez peu et que, voilà. Et pourtant, on est filé dans la même ville. Voilà. Ouais, puis moi je tiens quand même à les remercier au passage, puisque grâce à eux, j'avais pu aller voir Thor en VO à Aix. Grâce à un concours. Grâce à un concours, là, sur une petite avant-première, c'était cool. Oui, d'ailleurs, tu nous as fait une rubrique pas du tout sur Thor suite à ça. Pas du tout. Voilà. Ok. Eh ben, très bien. Passons à la suite. Ah, je suis désolé, là, je suis un peu en multitable, Multitâche. en multi-écran, en fait. Ouais, tout ça sans réseau. Tout ça sans réseau, c'est ça. Ouais. C'est là que c'est moins évident. Tu dois faire une photo, en fait, sur Twitter, tu sais, avec le nombre d'écrans que j'ai autour de moi pour Oui, faire c'est mon vrai, c'est crowdfunding, que. Et tu bronzes, hein. Là, moi, je te vois, tu bronzes à vue tous les d'œil. écrans, ils vont pas vouloir nous envoyer des sous, les gens. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais quand tu vois la gueule des écrans. Il y en a 2 qui font peine, quand même. Enfin bon, on va peut-être quand même pas continuer. Ok, hein. ok. Merci, Tizak. Je vais vous parler donc des crowdfunding, donc toujours sur Ulule, il me semble. Tu es sûr, c'est pas un Sandway? Non, c'est à Ulule. Alors, au moment où nous enregistrons, en fait, ce oui. crowdfunding n'est pas encore lancé. Donc, on a réussi à choper des infos auprès de l'auteur. Voilà. Parce que j'en ai déjà parlé, c'est Vidu, un auteur que j'aime bien. J'en ai déjà parlé dans du online. Et il lance un crowdfunding pour... Elia Police Investigation, qui est en fait une bande défilée sur Facebook, qui va proposer en fait aux lecteurs justement de voter pour la suite de l'histoire grâce aux emojis de Facebook. Donc le je suis content, j'aime, je suis triste, je suis en colère. Et même en débattant justement donc à chaque fin d'épisode sur les commentaires, vous aurez peut-être aussi des morceaux de commentaires à vous qui seront en fait insérés dans les dialogues de l'épisode suivant. Alors ils vont faire un crowdfunding. Oui, ça y est, t'as perdu la page. J'ai perdu la page, désolé. Donc ils vont faire un crowdfunding non pas pour financer, on va dire, l'intégralité du système, parce qu'en fait c'est déjà fait par leur boîte, mais surtout pour vous permettre d'avoir des contreparties intéressantes. Par exemple, avoir votre personnage dessiné dans l'histoire, avoir un accès VIP pour discuter avec les auteurs, ou avec des avantages justement sur comment est-ce que c'est produit, les différents décors, machin. Enfin, tout ce qui est Bon, un truc avantage en nature, quoi. Voilà. Un avantage au niveau des décors, au niveau donc des petits bonus que vous aurez vis-à-vis justement de la production de cette bande dessinée interactive. Désolé, il faut que j'allume le deuxième écran. Donc, Il est sur Il deux jongle. deux téléphones, J'hallucine. un ordinateur, il s'en sort pas. Il va bientôt se faire sponsoriser par le Cirque Pender. alors pour 5 €, vous aurez ce qu'on appelle donc l'indice. Une entrée au Cirque Pender. Votre nom dans les crédits, donc avec un fond d'écran pour le téléphone. Pour 15 €, vous aurez un fond d'écran plus un accès anticipé au premier épisode. Pour 25 €, c'est l'accès VIP. Là, du coup, vous aurez accès aux artworks, à la FAQ, avec un double vote. Le vote compte double. Le vote contre double, attention, et une loterie pour gagner des choses. Plus un magazine en papier. Après, voilà, je vous avoue, ils ont prévu plein de trucs de ouf. Ça va jusqu'à 500 € pour être le fan ultime. Et là, vous serez entièrement habillé à la façon, je pense, de... En bleu.
Et Elia Police Investigation. Tout en bleu, oui, c'est parce que Elia est tout en bleu. C'est le style de Vidu qui est vraiment dans les tons bleutés que je trouve assez original et qui est vraiment une grosse marque de fabrique. Voilà. C'est la période bleue, c'est comme ça. Et j'espère que vous l'aurez croisé au festival parce qu'il y avait plein de conférences super chouettes qu'il faisait, dont une que je regrette mais qui sera transmise en audio, qui s'appelle Monteur de film, auteur de bande dessinée, regard croisé. Voilà. Et je trouve que ça a l'air vachement cool. Voilà. Et donc normalement là, quand vous écoutez ceci au festival d'Angoulême, nos chers tipeurs, vous aurez... Qui sont en live. Voilà. Donc là, en fait, ça le fait... dimanche, le dernier jour, tout est passé. Non, ça fera déjà 6 jours que ça a commencé. Ouais. Ok. C'est suivant que tu voulais dire, c'est ça hein en fait, mon signe de la main quand je te fais ça, c'est pas que je te veux te tirer. Ailleurs, en fait. C'est pas que je veux te tirer dessus. C'est pas coucou. C'est pas regarder ailleurs. Vas-y, je t'en prie. Poursuis. Il y a pas un côté wesh gros. Pardon. Non, ça passe pas en radio. Ça passe pas en radio, ça. Ok. Alors maintenant, on va changer un petit peu. On va aller chez Sandoway. Ça fait longtemps que j'étais pas. Ouais, c'est vrai. Pas allé chez eux. Je vais vous parler d'une bande dessinée historique qui fait en fait l'histoire, influence et l'évolution de la bande dessinée. Donc là, c'est un truc un peu cérébral. On est sur l'historique elle-même de la bande dessinée. Il n'y a pas donc. C'est une compilation, quoi. On a tout dedans. Donc là, ils sont attardés donc des origines jusqu'à 1965. Ce sera 3 bouquins qui vont être édités. Comme j'ai eu un petit souci d'enregistrement, forcément, j'ai à peu près perdu toutes mes notes. Donc je suis désolé, je vous la fais un peu en direct live. Ce sera un gros bouquin. C'est notre premier enregistrement de l'année. Il faut encore qu'on se rôde. Ce sera un grand bouquin de 172 pages. Donc ici, fait par Christian Stabler et Alain Grand, avec des pages faites par Pierre. Des pages faites. Oui, c'est pas la fête. Ok. Non mais. Par Pierre Klein. Alors, voilà, certains me diront, oui, mais on s'en fout un peu, c'est de l'historique. Ouais, mais c'est vachement intéressant des fois aussi de lire une histoire de la bande dessinée qui n'est pas racontée par Pierrick. Et voilà, je vous dis franchement... Ah, le tacle. Gratos, toi. Gratos. Oh, putain, mais là, il était niveau au-dessus du genou quand même. Hein. À la gorge, je pense. Ah ouais, pas loin, ouais. Ouais, mais en même temps, je veux dire, vu ce qui s'est passé au repas, si tu veux, je ne peux pas laisser passer. Non, mais on peut pas. Voilà, donc ce sera en 3 tomes. Donc là, la première parution, ils sont quasiment, on est déjà à 45%. Il vous reste 23 jours. Sur l'échelle de Jean-Michel ? Ça peut être intéressant, je pense. Ok, oui, non, le sujet est très intéressant. On mettra le lien dans les commentaires. Du coup, voilà, vous vous n'avez avez pas notre conducteur et que je le cherche. Ça va, je te le mets maintenant. Ouais, ça va. Il va y arriver avec un réseau à 56K. Il va y Oui, arriver. c'est ça. Allez. On envoie les chroniques. La fleur dans l'atelier de Mondrian. Je suis en train de meubler le temps que la page veuille bien se charger. Là où il a toutes ces notes fort Car intéressantes, toutes mes d'une notes profondeur et chroniques, intense. C'est cela même, sont en train de charger. Voilà. Donc la fleur dans l'atelier de Mondrian. Déjà, en fait, pourquoi? Non mais c'est bon, ça a chargé, là, c'est plus à peine de meubler. Voilà. Donc chez Glénat. Non mais pourquoi? Tu me dis dans ou la pas? collection Très étrange, par Perrault et Lapone. Donc pourquoi ce titre? Tout simplement parce que les deux auteurs en fait se sont rendus compte qu'ils avaient tous les deux une photo, la même photo sur leur bureau d'une fleur dans l'atelier de Mondrian, et donc du coup ça leur a donné l'idée, l'envie de se servir de ça pour parler de Mondrian. La page ne veut décidément pas se charger alors que je l'avais tout à l'heure, c'est juste magique. J'adore ton réseau Pierrick, c'est une catastrophe Thérèse. Donc je vais vous faire ça en direct live, à moins qu'on coupe et qu'on reprenne le temps que ça charge. Je crois que le dictateur a décidé en fait que tu allais en chier ce soir. Ah, je peux en chier. Non, c'est ça, c'est voilà. Je peux en J'ai chier. pris un tacle gratos, une petite vengeance, même si Bon, c'était pas en toi. fait, tout commence sur une plage avec deux personnes qui sont en train de tirer sur des peintures. Sauf qu'on ne Exactement. voit pas les peintures en question. Sauf qu'on sait que voilà, visiblement, une des peintures l'inspire beaucoup plus pour tirer que les autres. C'est ça. Donc en fait, Piet Mondrian, on est en 1918, c'est toujours en Hollande. En fait, il est de retour en Hollande, pour être plus précis, pour aller au chevet de son père. Et donc il est obligé de retourner aux Pays-Bas. Mais en fait, il n'avait pas très envie. Lui, son cœur, son esprit, son inspiration, tout ça se passe à Paris. Et là, il est obligé de retourner en Hollande. Et ça le ramène à ses débuts dans la peinture, et où on le forçait visiblement à peindre des choses vertes, de la nature. Et visiblement, il en peut plus de la nature. Ça le débecte. Du coup,
potentiellement l'une des raisons pour lesquelles dans ces toiles on ne retrouve pas de verre. Voilà, c'est ce qui est avancé comme théorie. Vrai pas, je ne suis pas spécialiste, je ne l'ai pas avancé sur ce terrain. Mais voilà comment les choses commencent avec un Mondrian donc que l'on montre assez austère, assez fermé. C'est pas le garçon le plus drôle de la création et qui donne le plus envie de discuter avec. Par contre, il a une passion, il a un truc qui le fait dreamer et dont il a besoin, c'est sa drogue, c'est la danse. Voilà. Au-delà de la peinture, de la création, de tout ça, la danse. Alors le quick step, le charleston, peu importe, mais il adore danser. Et donc il va dans des clubs, notamment à Paris. Alors même s'il fait ça un petit peu, du coup, quand il est de passage en Hollande, son retour à Paris, c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas qu'il y a le plus d'ambiance, qu'il y a les plus jolies femmes. Enfin, il faut dire ce qui est. On est quand même en France. Un petit peu de chauvinisme, messieurs. The place to be, quoi. The place to be. Et donc voilà, Mondrian, du coup, on nous le montre sous cet aspect-là, quelqu'un de très austère en journée, un espèce de moine enfermé dans son atelier, en train de créer en journée, et puis qui le soir, un petit peu à la façon d'un Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, se transforme et se trouve une capacité à rencontrer l'autre alors qu'en journée il est totalement fermé, à prendre une femme par la taille et à danser avec elle, etc. Alors que bon, c'est quand même le gars qui ne veut absolument pas s'engager dans une relation quelle qu'elle soit. Et donc il rencontre Francine. Bon, c'est vrai que le prénom fait quand même pas de rimer, quoi. Bon, en même temps, lui s'appelle Peter, Pietre. Je crois qu'il y en a un en particulier. C'est ma belle-mère, je te rappelle. Voilà. Bon, je voulais pas rentrer dans ce débat-là, Mathieu, tu vois, je voulais pas mettre qui que ce soit mal à l'aise. Bon, bref, il rencontre Francine. Francine est quand même une jolie jeune femme, charmante. Et elle ne Il a du mal à se projeter. Je peux pas dire ça. Je peux pas se projeter. Donc bon, tant pis, écoute. C'est vraiment une jolie jeune femme qui tombe sous le charme de Mondrian. Elle sait pas trop pourquoi, mais ce garçon austère, mais elle détecte en lui quelque chose, quoi. Et donc elle le rencontre un soir dans un club de danse, et puis il part comme ça, sans crier gare. Il la plante quasiment sur la piste de danse. Et bon, le hasard fait que finalement, par l'intermédiaire de connaissances, elle retrouve sa trace et c'est elle qui va faire la démarche de le retrouver, de le rencontrer. Il y a une histoire qui se met en place, une amourette qui naît, qui prend de plus en plus d'espace, etc. Et je ne vous donnerai pas la conclusion, la chute de tout ça. Mais voilà, j'ai fait un gros pitch. Et on sait qu'à la fin, on saura pourquoi il y a cette fleur dans l'atelier de Mondrian. Exactement. Alors, maintenant, revenons sur l'ensemble de tout ça. C'est un livre qui est en grand format, vraiment. Ce qui est très agréable pour ce genre de traitement graphique. Oui, tu peux mesurer, Pierrick. Vas-y, sors ton grand mètre. Presque 30 cm par 37, quoi. Enfin, une taille raisonnable. Et oui, en direct, nous prenons les mesures des bandes dessinées. Il y a Thio qui hallucine. Et oui, nous sommes, attendez, on est des professionnels, on l'est Je trouve pas. quand même que la danse, c'est du plus bel effet. Je veux dire, On est des professionnels ou on l'est pas. je veux sentir le mètre et tout. Donc, du 30 sur 37. Du 30 par 37. Et donc, non, c'est quand même très agréable, il faut le dire, pour la Vous voulez pas peser les feuilles pour aussi la mise en page. avoir Non, mais c'est du papier assez épais. C'est un beau grammage. C'est très intéressant donc pour la mise en page, qui, comme on peut s'en douter, utilise les découpages de Mondrian pour présenter donc des Sur vignettes, certaines etc. planches, Sur certaines pas toutes, planches, mais- c'est assez flagrant. Il y a quand même un gros travail de découpage, même sur la même image, etc. Enfin, là, on peut dire que, graphiquement parlant, aussi bien au niveau du trait et du dessin, du choix des couleurs, que du découpage des pages, la mise en page, etc., il y a un boulot de dingue qui a été effectué. C'est vraiment du travail très agréable, très léché, qui fait... C'est rien que pour le coup d'œil, le bouquin vaut le coup. Après, le scénario, pour moi, c'est là que le bas blesse. On part de nulle part, on arrive nulle part. Voilà. Il y a une tranche de vie au milieu qui a un intérêt tout relatif, mais ça manque de fond, ça manque d'où il vient peut-être pour comprendre son attitude, ou alors ça manque d'un endroit où aller. Mais là, j'ai l'impression que c'est tronqué quelque part. Soit c'est tronqué au début, soit c'est tronqué à la fin, mais
pour moi, au niveau du scénario, il manque un petit peu quelque chose. Il y a un vrai goût d'inachevé. Et ça reste un peu trop sur quelque chose à l'eau de rose. Là où il y avait sans doute matière à en faire quelque chose de plus fort, de plus appuyé, de plus puissant. D'autant plus que l'aspect graphique, lui, est extrêmement bien travaillé à mon sens. Donc il y a une espèce de dissymétrie entre, ou en tout cas un déséquilibre entre la qualité du scénario et la qualité du dessin. À mon sens. Ouais, le scénario. Je pense qu'en fait, ce qui nous manque, c'est peut-être d'avoir des repères sur Mondrian, en fait. C'est-à-dire que connaître l'histoire du personnage te permettrait d'avoir, je pense, les vides qui nous manquent dans le scénario. Et malheureusement, bah oui, non, je connais pas l'histoire de Mondrian non plus. Je pense que c'est un peu le souci. Il y a un côté un peu trop pour initier, d'un point de vue scénaristique, en tout cas. Parce que oui, effectivement, sinon on est dans une histoire d'amour. On sent que Mondrian, il a eu un problème, mais on sait pas trop quoi. Apparemment, il a perdu quelqu'un, mais c'est pas dit clairement. À aucun Non, c'est moment. pas du tout précis. Voilà, c'est. Il a des relations un peu bizarres avec les gens. C'est un excentrique. Donc oui, je suis d'accord. Ensuite, oui, sur la forme. Déjà, on va parler de la forme du livre, hein, qui est un très grand format. Près de la moitié du bouquin, c'est les recherches, les études qui nous montrent tout ce qu'ont fait les auteurs en travail pour en arriver à l'objet final. Des pistes un peu simples qui sont même oubliées, par exemple, colorer les cases dans les couleurs primaires qu'utilisait Mondrian. Chose qu'ils n'ont pas totalement fait parce que justement, peut-être que c'était trop facile. C'était trop facile et en même temps, ils s'en sont servis uniquement pour caractériser certains personnages clés, Voilà. certains personnages féminins clés dans le bouquin. Ensuite, un trait taillé à la serpe, quoi. C'est très, très droit, très carré. Et pourtant, des pages très éclatées. Une mise en page, une mise en case qui est très éclatée, qui joue avec des cases qui sont pas forcément imbriquées clairement les unes dans les autres. Vraiment un travail de mise en forme, moi, que j'ai trouvé magnifique. Absolument. Malgré, comme tu le dis, je pense que scénaristiquement, le problème vient de mes lacunes, en fait. C'est un peu le souci. Oui, peut-être. Voilà. Parce que je connais pas bien le personnage. Pour moi, Mondrian, c'est ces tableaux qu'on connaît, les robes qu'il a inspirées derrière. T'apprends aussi que c'était comme tous les artistes qui inspirent beaucoup de monde derrière. Il vit dans une certaine misère. Hein. Il pense qu'à bouffer, le mec, parce qu'il a du mal à le faire. Hein. Oui. Il a pas une situation financière qui est très très facile. Maintenant, il aurait eu une situation financière plus aisée s'il était resté chez lui en Hollande. Parce qu'il n'est pas d'une famille miséreuse, hein. Mais il décide de vivre à Paris parce que c'est là que son inspiration se développe, c'est là qu'il a envie de vivre, qu'il a des sensations fortes et qu'il a ses aspirations pour la danse, ce besoin frénétique de danse, c'est là qu'il peut l'assouvir. Voilà, Alors, j'ai pas envie de raconter complètement la fin, mais disons qu'à la fin, il y a quand même un changement dans sa vie. En tout cas, il cherche un changement de vie. Donc c'est là qu'effectivement, je te rejoins complètement sur le fait que il nous manque des informations, sans doute nous, de connaissances personnelles pour apprécier un petit peu plus le scénario. Maintenant, effectivement, le scénario ne nous guide pas, ne nous donne pas de clés par rapport à ça. Il aurait pu y avoir une préface, il aurait pu y avoir une postface, peut-être pour nous éclairer. Ce n'est pas le cas. Par contre, ce qu'ils ont rajouté, c'est une 40aine de pages de croquis. Enfin, c'est énorme quantitativement. C'est assez monumental. Et il y a presque la moitié du bouquin qui correspond à un carnet de croquis, quoi. C'est assez impressionnant. Donc voilà, moi j'ai trouvé que l'édition était jolie, que toute la partie graphique et mise en page est extrêmement bien travaillée. Voilà, le scénario ne m'a pas suffisamment porté. Thio. Ouais, attends, j'essaie de me dépatouiller avec les 30 x 58 x 24 x 1m12. Ok, et tout ça, tu peux le passer en pouces, s'il te plaît ? Alors, ok, Google, combien? Bon, Mathieu. Alors, je rejoins beaucoup de choses de ce que vous dites. Tu notes? C'est pas mal. J'ai gardé ma résolution. Ouais, Je n'ai pas dit que je peux rien ajouter. Je suis assez d'accord avec beaucoup de choses, mais je vous ai pas senti emballé. Alors moi si, je suis pas emballé parce que le scénario me porte pas assez. Comme je dis, il manque quelque chose, soit avant, soit après. Mais par contre, graphiquement, moi, je me suis régalé. Graphiquement et en plus avec le carnet de croquis. Ouais. De croquis. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Je trouve que, en plus, voilà, il y a une scène où Mondrian embrasse sous la pluie. Et quand tu vois en fait l'image dans la BD, plus le cadrage et le croquis, ouais. c'est je trouve vraiment le cliché. Et du cinéma noir et blanc américain, ce truc avec le feutre. Ouais, mais pas
Voilà, c'est juste cette page-là. Je suis resté après l'avoir lu pendant plusieurs minutes. Si tu veux, c'est d'une page à l'autre et juste à regarder ça. Et je trouvais ça splendide. Ouais. Au niveau de l'histoire, moi j'ai quand même été assez porté et je connais pas. Clairement, je ne connais pas Mondrian. Je connais juste quelques-uns de ses tableaux parce que j'en ai vu. Point. Mais j'ai trouvé que c'était quand même. En fait, on sortait de l'artiste pour juste parler d'un homme. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que du coup, voilà, c'est pas comme dans d'autres bouquins qu'on a déjà lus justement sur des artistes, sur des peintres, où on était vraiment collé à un tableau ou dans la vie de l'artiste, dans son œuvre, quoi. Là, on est dans sa vie à lui, un peu imaginé parce que du coup, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de choses qui ont été inventées Oui, pour ça doit combler des vides de sa biographie, quoi. Mais j'ai trouvé ça assez sympa, quoi, finalement, et j'ai vraiment passé un très bon moment en fait dans La fleur de l'atelier de Mondrian. Ok, donc voilà, donc bon, je pense qu'on ne parle même pas du coup de cœur parce que visiblement. Oui, pour le coup, oui, voilà. On t'a grillé, quoi. Vous voulez griller, non, mais moi après voilà, je n'aurais peut-être pas dit non plus. C'est passé pas loin. Hein, mais je trouve voilà que c'est vraiment. Alors, par contre, clairement, le format très grand, c'est très beau, c'est très joli. Mais ça fera changer vos bidis, quoi. Mais d'une part, mais surtout, c'est que franchement, quand vous êtes dans un lit pour le lire, c'est super chiant. Non, ça c'est impossible. J'ai pas pu le lire au bout. C'est super chiant pour ça. Voilà, c'est tout. Moi, je l'ai lu dans mon canapé, ça passait très bien. Oui, moi aussi. Voilà. En attendant, Bojangles, d'Ingrid Chabert et Carole Morel, d'après le roman d'Olivier Bourdeau, qui signe la préface. C'est chez Stenkis. Alors, mais quelle est donc cette histoire étrange ? Nous allons suivre un couple amoureux et très excentrique sous le regard de leur fils, qui voit ses parents danser sur Mr. Bojangles de Nina Simone, avec une sorte de légèreté et de en fait, au niveau de la vie, la vivre comme elle vient, en prenant les meilleurs moments, en ayant une sorte de folie douce. Une forme de... Enfin, elle est assez épicurienne, mais un petit peu plus folle que simplement l'épicurisme. Une folie douce, épicurienne, c'est exactement ça. J'ai eu du mal à trouver les mots. Et on va voir que ils vivent une vie fort agréable, qui cache une situation délicate que le mari connaît. Qu'est-ce qu'il me fait Je mets du son à côté. Non, mais il met sa petite musique, tu le crois ? Je te mets la musique au fond. Ah, voilà, d'accord. Nina Simone, les gars. Je trouve que c'est exactement dans l'essence du livre, quoi. Oui. Et donc, on se retrouve qu'il y a quelque chose au fond de difficile, de dur, un secret caché que le père connaît, que l'enfant ne perçoit pas forcément, qui va nous amener à quelque chose d'assez dramatique, tout en étant joyeux quelque part. Un récit vraiment étonnant. Voilà, j'ai du mal à en parler parce que ça part un peu dans tous les sens. C'est dur de pas révéler un peu tout ce qui se passe parce que toutes les excentricités qu'on nous raconte sont sympathiques et sont agréables à découvrir en fin de compte. C'est complètement en dehors du cadre et en dehors des limites. C'est une vie de bohème qui va en fait se libérer de tout le carcan social, quoi. Et un peu trop. Ouais, mais justement, mais c'est là où je trouve que tu as toute la légèreté en fait du bouquin. Ils vont vraiment au bout bout du truc. Ouais. Après, bon. Voilà. Alors, et on voit qu'au début, on est que sur le point de vue de l'enfant qui ne voit que le positif, en fait. Alors, qui est aussi quand même bien aiguillonné par ses parents, qui lui aussi veulent montrer que le positif, et qui tous les trucs négatifs à chaque fois le retournent en disant non mais c'est ça. Donc dans la bande dessinée, on a le narrateur est donc positionné du point de vue de l'enfant. C'est lui qui raconte l'histoire de ses parents. On assiste justement à une maman qui prend une place gigantesque dans la famille, dans les choix de famille, mais aussi dans les bêtises de la famille. Ils vivent de manière assez aisée parce que le mari, lui, a hérité les entreprises familiales. Sauf que il est tellement amoureux de sa femme
qu'il en devient mauvais gestionnaire familial. Ils oublient de payer les impôts pendant 107 ans et du coup ils ont leur appartement parisien, leur magnifique appartement parisien qui est saisi et ils doivent partir. Ils vont se réfugier dans une maison secondaire, un petit château en Espagne, ce qui est assez rigolo, c'est le cas de le dire. Et il faut quand même savoir pour l'anecdote qu'Olivier Bourdeau est parti en Espagne pour écrire ce bouquin. Il l'a écrit en cette semaine, assez rapidement donc. Monsieur s'est renseigné. Monsieur a offert le roman en fait à sa femme. Et marié ? Presque. Et ils sont bêtes. Hein. Donc, excuse-moi, pourquoi tu mets au pluriel ? Je n'ai absolument rien dit. Au contraire, j'ai fait des gros yeux à Dictator. Pierrick et son ego. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Rattrape-toi. Et donc voilà, donc il y a quand même des petits clins d'œil, on va dire par-ci par-là. Et donc on retrouve un héron, on retrouve l'ami de la famille, gestionnaire, sénateur. Il y a des contacts, disons, relativement haut placés, ce qui fait que bon, ils se font pas non plus poursuivre outre mesure pour ces abus de non-déclaration fiscale. Mais ça ne convient quand même pas à sa femme, qui dans sa folie a envie de tout détruire hein, finalement. Donc je vais pas aller au-delà de ça. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné elle va être internée et on a une forme d'explosion de la cellule familiale, mais le père essaye de maintenir quand même tout ça à flot. Même si on a l'impression qu'il est plus mari que père, qu'il est plus amoureux de sa femme qu'il n'aime son fils. En tout cas, on est clairement dans une relation familiale un petit peu inattendue par rapport à nos standards, où l'enfant passe clairement au second plan par rapport à l'histoire d'amour des parents. Il est un petit peu spectateur de sa vie, cet enfant, ou de la vie de ses parents. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et voilà, on va quand même au bout de cette folie, au bout de cette vie extravagante, mais quand même très plaisante et très légère. Et moi, c'est ce que j'ai retrouvé dans la bande dessinée, là, c'est cette légèreté. Il y a vraiment une ambiance qui est donnée, qui est sur le vernis, extrêmement légère et extrêmement amusante. Et puis, quand on rentre un petit peu dans l'histoire, au fur et à mesure... Claque dans la gueule. On sent cette tension, on sent cette lourdeur, on sent un truc pesant derrière. On sent que cet enfant, lui, il vit pas ça de cette façon-là, quoi. Sa mère, elle est euphorique, etc. Un peu alcoolisée aussi. Son père, il est là-dedans. Lui, par moment, il profite de ça. Et puis, par moment, il subit, quoi. Clairement, les frasques de ses parents. Voilà. C'est dur, c'est lourd. Et au plus on avance... Et au moins, c'est évident quand même, je trouve. Donc voilà, moi j'ai aimé vraiment le rendu de l'ambiance, qui est très, très agréable. Le texte, les dialogues sont assez bien ciselés. Et pour autant, dans le bouquin, que je n'ai pas lu, j'ai lu juste des petites brides. Brides. Oh, putain, je vais y arriver. Bribes, merci, le B2. C'est encore mieux dans le roman. Voilà, il y a encore plus de choses, encore plus de phrases choc, entre guillemets, le poids des mots, le choc des photos. Là, on a le choc des photos, mais on n'a pas le poids des mots. Enfin, en tout cas, pas assez. En même temps, c'est un roman. Et c'est là que je le trouve intéressant. On a beaucoup d'adaptations de romans c'est en bande dessinée, quand même, ces derniers temps. Et celui-ci, je le trouve quand même plutôt bien réussi. C'est pas toujours le cas. Et moi, j'ai bien aimé cette adaptation. Il me semble que l'archiviste était allé dans ton sens. Ah! Oui, Jérôme nous en avait parlé, était dans ce sens-là. Parce que lui, ça lui avait plu. Après, je savais pas si l'adaptation lui avait convenu. Thio. Lourd silence pesant. Alors, du coup, lourd silence pesant, ouais. Moi, je suis pas sûr, en fait, que le gamin, il est tant... il soit tant en train de subir le truc. Tu vois, je pense moi, j'ai eu l'impression qu'il était vraiment dans la naïveté de l'enfance. Et que jusqu'au dernier moment, il est toujours dans cette espèce d'univers féerique que lui proposent ses parents. Moi, je le trouve très spectateur. Oui, mais spectateur. Ouais, mais je l'ai trouvé dans l'histoire. Enfin, il est dedans et je dis jusqu'à la fin, il a les étoiles dans les yeux et il voit le truc, quoi. Il est dans l'univers féerique qu'on lui propose, quoi, et il le vit totalement. Ce qui fait que justement, je pense qu'il a plus de facilité à comprendre ce qui arrivera à la fin. Ouais, peut-être.
En tout cas, là, oui. Voilà. Mais bon, moi j'ai trouvé que voilà, c'était quand même. Au départ, je t'avoue, je suis parti, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Parce que voilà, je connaissais pas du tout l'histoire, rien, je n'avais aucune info, je me suis renseigné sur personne. Mais j'ai trouvé que voilà, il y avait beaucoup de rythme au début. Tu te dis, mais putain, c'est quoi cette famille? Ouais. Clairement, parce que ils sont totalement barrés, quoi. Et au départ, tu te poses la question de qui est le plus barré de tous, entre le père et la mère. Parce que l'air de rien, c'est quand même le père qui initie, on va dire, grandement la chose, quoi. Le père donne les moyens financiers des frasques de sa femme. Oui, enfin, sauf que lui, il est quand même aussi capable de passer une soirée entière à mentir à tout le monde en se racontant dans une vie qu'il n'a pas jamais eue. Ouais, mais lui, c'est un gentil farfelu. Elle pousse le vice beaucoup plus loin dans tout ça, quoi. Alors c'est vrai que lui, il a un terrain à ça. Hein, je veux dire, s'il est tombé raide dingue amoureux de cette nana, c'est pas pour rien. Hein. Mais voilà, je trouve que lui, il a les moyens de sa folie. Elle n'a pas forcément ça. Au démarrage, c'est ça qui lui manque finalement pour aller plus loin dans son délire à cette nana. Et là, elle a les moyens, grâce à son mari, elle a les moyens de sa folie, quoi. Bon, après, voilà, sans continuer sur le scénario, je trouve qu'au niveau du dessin aussi, on a un dessin qui est absolument splendide et qui permet totalement d'avoir cette légèreté et cette fraîcheur dans la vie de cette famille. Parce que du coup, on est dans c'est souple, c'est fluide. C'est coloré, je veux dire, c'est frais, mais moi, je me sentais vraiment en train de regarder le truc, de vivre le truc, en étant, voilà, paisible, le truc trop mignon. Enfin, je suis pas sûr que ce soit vraiment. Oui, bon, là, ça fait partie des pages. Il y a aussi des pages moins mignonnes. Justement, ils arrivent à faire le. Oui, mais justement, c'est après le lien, quand tu arrives dans des moments un peu moins drôles, justement, t'y es aussi. Fort. C'est très fort, quoi. Et je pense que moi, ça m'a vraiment permis de vraiment être dans. On va dire dans les hauts et dans les bas de leur couple, quoi. Ah oui. Vraiment un bouquin très agréable, une très très bonne découverte. J'ai été quand même assez enchanté pour ma part. Oui, tout à fait. Oui, j'ai trouvé ça très très bien aussi. Tout à fait. Voilà, moi ce que je regrette, c'est le personnage du père qui n'est pas assez gratté, qui n'est pas assez fouillé et qui... j'ai trouvé que c'est lui qui apportait une petite touche d'incohérence dans tout ça, parce que il est censé quand même avoir un minimum de pieds sur terre quand même, ce garçon. Et il a pas ça, quoi. Et en tout cas, c'est pas du tout montré. Voilà, non mais je veux bien. Au démarrage, tu vois, je comprends complètement. Après, il y a un gamin. Le gamin, il a 6, 7, 8, 10 ans. Voilà, ça fait quand même pas mal d'années à un moment donné. Il y a quand même des histoires graves dans tout ça. Il y a un moment donné où il est censé prendre une petite douche froide et remettre un pied sur terre. Je dis pas tous les pieds, mais un pied sur terre. Et ça se fait pas. Voilà. Et je trouve que c'est là-dessus qu'il y a peut-être un petit poil d'incohérence à mon sens, ou alors il fallait l'expliquer et peut-être expliciter un petit peu plus le personnage. Je ne sais pas comment le personnage du père est développé dans le roman. Ça, c'est quelque chose que je ferai puisque je lirai le bouquin. Ce que je sais par contre, c'est qu'à un moment donné, on a l'histoire qui est racontée du point de vue du père. Donc le père devient narrateur aussi dans l'histoire. Donc on a peut-être un peu plus d'informations, chose qui manque peut-être à mon sens. Ça fait dans l'adaptation. Du choix de l'adaptation. Bien sûr, c'est un choix de l'adaptation. Forcément... Et puis c'est une adaptation de roman. À un moment donné, on peut pas faire la même quantité de pages et donc la même quantité d'informations. Donc il y a des choix qui sont faits, quoi. Donc voilà, moi c'était une bonne lecture. J'ai passé un bon moment. Ça ne sous-entend pas de coup de cœur en ce qui te concerne. C'est pas loin, quoi. Pas loin. Il manque un petit truc en plus pour que ça fasse un coup de cœur, mais on n'en est pas loin. Thio, moi je l'aurais mis, mais enfin, voilà, comme ça fait 2 fois que j'en parle et que personne ne veut le faire. Ouais, non, on est des pistes froides, nous. Ok, on passe à la suite. Toi. Valérian Chinguzluz Incorporated. Donc, Valérian par Lupano et Lofray. Oui, c'est possible. C'est possible. Alors, donc, bon, on fait un petit pitch de départ. Valérian et Laureline sont en quête d'un robot qui héberge dans une de ses cerveaux, en fait, 2 paradis fiscaux. En théorie. Donc, il ressent la recherche d'un robot qui héberge donc dans sa tête 2 paradis fiscaux. Dans sa mémoire. Voilà. Bon, on va le laisser faire. Voilà, je vais rien dire, mais bon. Voilà, vous le notez. Oui, non, mais c'est. J'ai envie de dire que c'est vrai que te couper pour faire des gestes, c'est très radiophonique. Reprends. Donc, ils sont là, ça y est, ils ont trouvé leur cible. Là, à ce moment-là,
Les Shingus arrivent. Les Shingus arrivent et disent que ils ont dit à Mademoiselle Orline, on a fait une grosse bêtise. Alors les Shingus, pour rappel, quand même, c'est Ouais, une sorte c'est- d'arnaqueur professionnel. Mais ça, il est terrible, quoi. Il est terrible. Je veux dire, je peux jamais faire un pitch sans qu'il me coupe, quoi. Vas-y, fais-nous un rappel sur les Shingus. Donc, et du coup, donc, Monsieur Albert arrive. Ah oui. Pour rappel, Bah oui, parce que sinon, c'est pas drôle. donc pour rappel, c'est un des membres de l'organisation pour laquelle travaille Valérian et Laureline, avec qui ils ont eu beaucoup travaillé sur la Terre lorsqu'ils se baladaient dans les années 80. Et à ce moment-là, en fait, Monsieur Albert n'est pas du tout content. Non mais je Pour te laisse rappel, poursuivre. alors, donc, Content. Alors Content, c'est un... Contempi. donc Monsieur Albert donc arrive et est très mécontent vis-à-vis des Shingus. En fait, les Shingus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, on va faire simple, vendu la Terre. Pour rappel, La planète où on vit. c'est bien. Donc, ils ont vendu la Terre, en fait, à des organismes qui, en fait, pompent toute l'eau des planètes pour la revendre. Parce qu'en fait, l'eau, c'est très précieux. Bon, voilà. Ça, c'est le pitch de départ. On est dedans. Et je vais le faire de manière assez simple. Non, je vais pas en raconter plus, parce que de toute façon, vous allez en raconter et lui va encore me couper 50 fois. Donc, mon avis sur le scénario de Lupano, j'ai trouvé ça très très bon. Très très bon parce que d'une part, il réussit à reprendre tout ce qui est Valérian et Laureline, avec le Valérian qui va se retrouver en fait à faire le mécano géant, et Laureline qui part enquêter, et avec les Shingus forcément. Non, pas les Shingus d'ailleurs, les Shingus ils restent avec Valérian. Qui va donc du coup partir enquêter, et on va avoir, je trouve, un scénario qui est à la fois dans... je respecte un petit peu le Valérian et Laureline des anciens, mais en même temps, je vais y mettre plein de petites pointes qui vont rappeler des choses, on va dire, plus contemporaines, les paradis fiscaux, la retraite, les placements financiers frauduleux ou pas. Tout ce style de petites choses, voilà, qui font quand même, qui je trouve, qui donnent un petit piment humoristique quand même à notre histoire et qui la remettent un petit peu dans un contexte un peu plus récent. Au niveau du dessin, Mathieu Laufrey, voilà, il envoie, je trouve qu'il fait un truc qui est quand même top. Voilà, au niveau tant des créatures gigantesques qui nous font quand même bien kiffer, d'un Valérian qui est quand même, je trouve, bien bourru, bien Aventurier, quoi. aventurier, La bonne quoi. tête. Voilà. Et Ouais, Laureline, contrairement à l'acteur du film. voilà. Et Laureline qui est tout à son avantage dans tout le bouquin. Ah oui, puisqu'ils se font même un petit peu plaisir. Alors après, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont des fans de Valérian et Laureline qui trouveront que c'est de la merde. Moi, je trouve que c'est pour un Valérian et Laureline. D'ailleurs, je crois que presque tous les Valérian et Laureline partent, parce que je crois que c'est le deuxième, c'est tout. Il y a eu Larsenet avant. C'est Larsenet avant, Larsenet, c'est tout. Voilà. Donc les deux Valérian et Laureline partent. J'ai trouvé que c'était des très bons bouquins parce que très différents de l'original, tout en gardant quand même un côté, on va dire, on a quand même le respect du classique, mais qui te permettent d'avoir un truc très novateur. Et voilà, je pense que quand on a du talent, forcément, ça va être bien, quoi. Voilà, maintenant, allez-y, je vous jette en pâture. Amusez-vous. C'est pas aussi novateur et que ce qu'avait fait Larsenet. Quand même, on reste dans une histoire un peu classique. On pourrait dire un peu tous les thèmes sociaux que Wilfrid Lepano aime beaucoup mettre dans ses scénarios. Mais quelque part, à bien y réfléchir avec le recul, on en avait déjà parlé en parlant de Valérian et Laureline, c'est des sujets qui étaient déjà présents dans la BD à l'origine. C'est-à-dire, comme le disait Mézières, c'est de la BD de SF de gauche, ce qui est assez rare. Donc là, on est vraiment dans ces thématiques-là. En plus, il joue beaucoup sur le fait que les fonds de pension des agences spatio-temporelles sont en risque dedans. C'est magique. C'est magique. Et que donc, ils ont un intérêt tout particulier à vouloir régler la situation. Et oui, moi j'ai trouvé ça très fort, très réussi, avec plein de dialogues qui font mouche. Alors, Laufrey, il est un peu plus lâché et pop au niveau du trait. J'ai l'impression, après je me trompe peut-être, qu'il y a moins d'application que dans ce qu'il avait pu faire dans Long John Silver. Je pense qu'on a un trait qui est un peu plus comique. Voilà, il est beaucoup plus lâché. Voilà, Ouais, c'est. plus Je lâché, dis pas, clairement, je dis pas qu'il a rien branlé. Je dis, si vous êtes tombé en admiration sur le trait de Long John Silver, vous êtes plus dans l'illustration dans Long John Silver. Quelque chose. Là, on est dans du pop, de l'action, quelque chose qui pétille, qui va vite. Et voilà, il a adapté son trait au récit. C'est moins léché, mais c'est efficace.
Puis ça marche. ça colle bien au dialogue aussi, au rythme des dialogues, parce que bon, l'air de rien, ça fuse dans tous les sens. Il y a des vannes à droite, des vannes à gauche. Le rythme effréné qui est donné à l'urgence du scénario est retranscrit aussi par le dessin. Ça fonctionne très bien. Le découpage marche aussi très bien. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, Valérian et Laureline, à la base, c'est quand même pas mon kiff, quoi. Oui, parce que ça vieillit. C'est ça, Hein, toi, qui t'a posé ouais. souci. Oui, mais oui. J'ai pas réussi à passer outre les 40 ans qui se sont pris dans la gueule. Là, je me suis régalé. Honnêtement, j'ai lu ça, c'était un petit bonbon, c'était un Milky Way, un côté, oui, un peu à l'ancienne parce qu'on sait que c'est des vieux personnages, etc. Mais très bon, très agréable. Le scénario avec 53 tiroirs, des rebondissements, les personnages qui sont tous équilibrés, il n'y a pas trop de prise de place d'un tel ou d'un tel, pas trop de choses qui servent à rien, pas trop de machin marketing bidule derrière, et le fond de commerce qui est quand même assez bien rendu. Moi je trouve que de ce que j'en ai compris, de ce que j'en ai un tout petit peu lu, parce qu'on avait préparé quand même un entretien avec Mézières, j'ai retrouvé quand même un petit peu l'esprit des personnages, leur psychologie, la façon dont Laureline est traitée dans cet univers, la façon dont Valérian est perçu, mais finalement il fait le sale boulot de merde en arrière-plan, les Shingus qui ont une place mais divine, et une orchestration aussi au niveau des autres créatures de l'univers, de la végétation, des gros monstres qui viennent bouffer l'eau dans les différentes planètes, etc. Tout le relationnel à l'argent, à la société, les choses qui sont à dénoncer, la pollution, etc. Enfin, j'ai trouvé que c'était très respectueux de l'esprit, de la globalité de Christin et Mézières, quoi. Voilà, moi j'ai passé un moment génial parce que c'était ça, mais mis au goût du jour. C'était très actualisé. Il y a la qualité du pourquoi, du comment la série a bien fonctionné, mais mis au goût du jour. Et le fait que ce soit mis au goût du jour, moi, c'est un truc que j'ai apprécié. Voilà. Moi, c'est un peu, voilà, c'est un des regrets que j'ai, c'est que pour moi, c'est pas un bon tome de Valérian Parr. Ça serait une très bonne reprise de la série. Celui de Larsenet, il y avait un point de vue. Il y avait quelque chose, je veux dire, qui était très l'approche de Larsenet qui se réappropriait les personnages. Là, c'est une nouvelle aventure de Valérian. Voilà, c'est une nouvelle, ça rentrerait tout à fait dans le credo, mais de façon modernisée. Et l'impression que ça m'a donné, c'est que Lupano et Lofray, ils auraient bien repris la série, mais qu'en fait, non, parce que ils ont décidé, Christophe Lézère, qu'on ne reprendra pas cette série. Ouais, ce qui est pas forcément plus mal, mais ça aurait très très bien marché. Et c'est un peu mon regret, c'est que tu te dis, ah putain, mais il aurait fallu qu'il continue, quoi. Ouais. Oui, parce que ça se lit à 2000 à l'heure. Hein. Oui, c'est bonheur. Voilà. Moi, je me suis régalé. Bon, Taillot, j'ai déjà donné mon avis. Oui, il a déjà. Là, tu vois, il parle même plus dans le micro. Moi, je mettrais un petit cœur. Moi aussi, mais lui non. Si. Oh non, t'as dit non. Non, je suis. Non, mais t'as dit, ce serait pas un vrai Valérian. Non, mais je suis le cul. Et moi, ça me fait bizarre, tu vois, de coller un cœur là-dessus, quoi. Alors que, à la base, voilà, ma cam, ce serait plutôt Bojangles, tu vois. Voilà, ça m'a tellement surpris que ce soit à ce niveau-là que je me régale autant que, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un produit vraiment fini. Tu vois, sur un truc un peu humoristique aventure, j'ai trouvé. Franchement, pour une licence comme Valérian qui sort après le film, ça aurait pu être franchement plus merdique et ils auraient pas fait beaucoup moins de ventes, quoi. Là, pour le coup, je trouve que c'est très bon, très qualitatif. Moi, c'est vraiment pour à peine plus cher qu'une place de cinéma. le coup de cœur, c'est ce côté reprise réussie. Ouais, quoi. exactement. J'ai des regrets, hein, mais franchement. Moi, je mets mon petit coup de cœur. Voilà. Et quelqu'un qui a pas lu, et là tu le prouves, qui a pas lu assidûment Valérian, peut totalement apprécier cet album. Je valide. Qui est de qualité. Bien, Mathieu, ton coup de cœur? Moi, j'ai déjà mis. Ouais, premier coup de cœur de l'année. On y va, c'est parti, 2018, Valérian. Putain, Valérian. Toi, tu mets un truc sur Valérian. Ouais, tu vois, c'est un truc de dingue. Hein. Tout peut arriver. 2018, c'est l'année du changement. Jessica Jones.
Tome 1, et oui, car nous avons une reprise de série. Je t'interromps 2 secondes. Et voilà. J'ai dû prononcer 5 mots. Ouais, non, la série précédente s'appelait Alias, en fait. C'est pour ça. Voilà. C'est vraiment une nouvelle série. C'est une nouvelle série. On n'est plus sur Alias Investigation. On est sur Jessica Jones. Ce premier tome s'intitule Sans Cage. Alors, nous avons au scénario un certain Michael Bendis. Brian Michael Bendis. Et un certain Michael Guedo au dessin. Oui, Michael Gaydos. Matthew Hollingsworth pour la couleur. Et donc voilà on est chez Marvel, voilà, Panini Comics qui nous permet d'avoir tout ça en France. Voilà. Donc bref, on est où ? Eh bien, on a Jessica Jones qui sort de Toll. Elle se lance dans une nouvelle enquête. Parce que il faut bien se relancer dans la vie réelle, et quoi de mieux qu'un verre de whisky et une bonne enquête pour attaquer le quotidien. Mais cette fois-ci, ce sera sans Cage. Et justement, Cage la traque. Mais pourquoi est-ce qu'il la traque ? Parce que, en fait, ils ont eu un enfant ensemble. Hein. Et en fait, la gamine, elle l'a pris sous le bras et elle l'a planqué quelque part. Et Cage n'est pas au courant. Une petite remise dans le contexte pour les gens qui. Alors qui ça, moi, raté... je ne peux pas mettre dans dans ce que t'as le compris, de ce que t'as compris, parce que Jessica Jones, tu connais par rapport à la série. Alors, de ce que j'ai compris, Jessica Jones s'est fait foutre en tôle. On sait pas trop pourquoi, mais on sent que ça sent le pâté quand même. Elle faisait partie des super-héros des Avengers. En tant que j'ai oublié son nom, oui, on s'en fout, c'est une super-héroïne quoi. Une super-héroïne. Elle avait un comportement à la Jessica Jones chez les Avengers, donc à un moment donné ça déplaît. Ceux qui n'ont pas vu la série, c'est pour ça, c'est juste histoire de vraiment remettre. Bon, c'est un personnage qui est ultra violent et qui est franc du collier quoi. Mais en même temps, quand il faut qu'elle mette une tarte, elle met une tarte. Elle y va pas par des détours avec de la crème chantilly quoi. Elle met une tartasse. Et puis quand elle a envie de dire merde, elle dit merde. Et elle a quand même un fâche-don pour se foutre dans les embrouilles les plus improbables. Voilà, ça elle a quand même. Autant Mathieu, il est capable d'un simple regard de planter un ordinateur. Bon, mais Jessica Jones, elle se lève le matin, elle boit un verre, et il y a une guerre thermonucléaire qui débarque parce que la bouteille est tombée et il s'est passé un truc. Voilà. Et là, t'as un ordinateur qui est tombé en rade. Eh putain, c'est gros. Ce pouvoir, Mathieu. C'est magique, j'adore. Ok, bienvenue. Bon, pour information, c'est l'ordinateur du boulot en plus. Hein. Non, mais je pense que utiliser un téléphone, c'est bien en fait. Ouais, mais tu vois, moi je fonctionne plus qu'avec le téléphone. Parce que le téléphone, il plante pas. C'est ça. Il tombe, mais il plante pas. C'est ça. Bon, ça sera encore un autre histoire. Donc voilà. Donc bref, Jessica Jones sort de tôle, a planqué sa fille. Luke Cage lui en veut à mort. Luke Cage lui dit, écoute, c'est pas compliqué. Enfin, se dit, puisqu'il ne lui dit pas, que si elle lui ramène sa fille, avant que lui ne la trouve, il pourra lui pardonner. Maintenant, si lui la retrouve avant qu'elle ne lui ramène, ça sera impardonnable. Je vous laisse deviner comment cette chose-là va se terminer. Toujours est-il que notre Jessica Jones va tenter de résoudre l'affaire qui lui est confiée par une jeune femme, qui arrive avec sa fille, et elle explique que son mari, il a totalement perdu la boule. Il raconte des histoires abracadabrantes sur des univers parallèles, comme quoi il y aurait un complot mondial, que les super-héros des Avengers, etc., seraient au courant, etc., etc. Bon, bref, un truc très très chelou. Bon, voilà. Donc elle commence à enquêter là-dessus, et puis parallèlement, on a d'autres choses qui se mettent en place, on a d'autres personnages, d'autres super-héros, des super-vilains. Elle se fait enlever, elle se fait capturer, elle se fait un petit peu tabasser. On voit qu'elle joue un double jeu. Est-ce qu'elle joue un triple ? Est-ce qu'elle joue un quadruple ? Est-ce qu'elle sait que je sais que tu sais qu'elle sait ? Voilà. Donc, on est sur une enquête. On est sur la mise en place d'un nouvel univers, une nouvelle donne, de nouvelles relations entre les personnages. Mais l'air de rien, il y a quand même un passif que l'on n'a pas dans ce premier tome, qui peut manquer, mais qui n'est pas si catastrophique. Moi, je n'ai pas lu Alias. Je m'en suis sorti. Ouais, sorti. Bravo. Et quelque part, je dirais même que ça sert à l'intrigue de ce premier tome, ça sert au mystère, à l'ambiance un peu floue d'espionnage contre espionnage qu'il peut y avoir dans ce premier tome. On n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants. On n'a pas toutes les relations qui pouvaient relier Jessica Jones à tel ou tel personnage, ou tel personnage entre eux. Ça peut manquer.
ce n'est pas dramatique en soi, et ça c'est bien qu'il ne se soit pas totalement appuyé là-dessus. Ils s'en sont servis pour les fans de la série, et en ça je trouve que Pierrick me dira si j'ai tort ou pas, mais j'ai l'impression que pour les fans, ça a aussi un intérêt de faire appel aux anciens personnages, au background, aux événements passés, mais ce n'est pas d'une nécessité absolue pour comprendre ce premier tome, mais j'en suis la preuve évidente. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Le dessin est très bon. Voilà, beaucoup d'ancrage noir, beaucoup d'ombre. C'est gras, mais ça correspond, ça colle bien noir, ouais. au style polar et à l'ambiance générale. Bon, encore une fois, les perspectives, les cadrages, c'est du bon, hein, c'est du bon boulot. Voilà, il y a rien à redire là-dessus. Voilà, moi j'ai passé un bon moment. En plus, en ce moment, je suis un petit peu dans la série Jessica Jones sur Netflix. J'ai retrouvé l'ambiance de la série en mieux, puisque bon, la série Jessica Jones sur Netflix est bonne. Elle souffre malheureusement de son lien, je trouve, avec les autres petites séries des Defenders qui sont un peu trop adolescents à mon goût. C'est très léger. Mais la série Jessica Jones est pour moi, et de loin, la meilleure de cet ensemble de séries sur Netflix. Et je retrouve les mêmes qualités, l'ambiance est bien retranscrite, un peu plus dur même, et la psychologie du personnage reste totalement fidèle à tout ça. Je me suis pas du tout senti perdu. Et par contre, voilà, peut-être que si je n'avais pas du tout vu la série télé, j'aurais été un peu plus paumé. Mais voilà, là avec la série Netflix et le premier tome uniquement, c'est passé. Thio. Ça passe crème, quoi. Je veux dire. Ça passe crème, comme dirait le Cascage. Ok. Alors, moi j'ai été un peu plus déçu par ce Jessica Jones. D'une part parce que j'avais déjà lu Alias. Et l'air de rien, je trouve que au niveau du traitement du personnage, on est quand même sur quelque chose qui est très, 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 très différent. Après, j'ai pas retrouvé, je trouve, le côté un peu irrévérencieux qu'on avait sur la série Netflix. On avait vraiment Jessica Jones qui était quand même beaucoup plus trash. Là, elle reste quand même, on va dire, dans un cadre qui est assez poli, c'est quoi. Mais tu sais pourquoi par rapport au scénario aussi, elle a un peu des mûri. clous, quoi. Ouais, mais elle a des clous, elle est contrainte. Ouais, mais non. Il faut qu'elle rentre dans un scénar, là. Ouais, mais non. Voilà. Voilà. Elle peut pas trop en faire des caisses. Ouais, mais graphiquement, c'est joli, c'est bien travaillé. Mais moi, j'ai pas retrouvé le même plaisir que j'avais eu à lire du Alias à l'époque. Maintenant, voilà, c'est pas un mauvais bouquin, mais j'ai pas trouvé ça si enthousiasmant que ça. Pour moi, il y a un gros problème éditorial. Le problème éditorial, il vient du fait que, premièrement, chez Marvel, cette bande dessinée est sortie pour surfer sur le succès de la bande dessinée, de la série télé Jessica Jones, qui pouvait pas s'appeler Alias, la série télé, parce qu'il y avait déjà une série Alias. Ah bon ? Ouais. Oh, merde. Je l'ai raté ? Ils ont réussi à reformer la même équipe, ce qui est plutôt bien, parce que Brian Bendis adore ce personnage. Pour rappel, parce que c'est un peu le thème, je rappelle, de cette émission, si on a un titre peut-être. Jessica Jones, c'était un personnage, un exemple parfait de rétrocontinuité, c'est-à-dire que elle est apparue dans la série Alias comme si c'était un personnage qui existait depuis des dizaines d'années chez Marvel et que tout le monde avait oublié. Sauf que elle n'avait jamais existé. Ils se sont amusés à inventer des faux numéros qui se passaient avant, des fausses histoires qui se passaient avant, pour créer ce personnage. Brian Bendis s'était beaucoup amusé de ça. Et là, le problème qu'il y a, c'est que il n'y a pas ce côté didactique, parce que ce personnage-là existe maintenant depuis 10 ans dans l'univers Marvel, et moi, pas de bol, il me manque 10 ans d'histoire avec Jessica Jones. Et là, c'est un travail éditorial de la part de Panini qui me manque. J'aurais aimé qu'on me remette le personnage dans le contexte. Genre, au fait, si vous avez perdu de vue Jessica Jones depuis la série Alias, voilà ce qui s'est passé entre-temps, voilà où on en est. J'avais déjà quelques infos, parce que je suis un petit peu ce qui se passe dans l'univers Marvel, mais ça m'a un peu largué sur ce côté-là. Ensuite, on parlait du côté polar. Je trouve qu'on est dans quelque chose qui intègre un peu plus le côté super-héroïque, malgré un côté un peu espionnage, comme tu disais. Mais on est un peu plus dans le côté super-héroïque que la série précédente.
avec un peu plus de super présent. Après, maintenant, elle a fait partie d'une super équipe de la mort, etc. Et on est beaucoup dans le flou. Disons que voilà, c'est comme quand tu revois un bon ami que t'as bien aimé depuis longtemps, qui a pas trop changé, hein, mais c'était quand même vachement mieux les teufs que tu faisais avec lui avant, quoi. C'est un peu cette idée-là. La série Alias, c'était une excellente série. La série Jessica Jones est sympa. Le personnage est sympa, ses aventures sont sympas, mais on a perdu cet attachement et en fait, j'avais l'impression de m'en foutre un petit peu de ce qu'allait lui arriver. Alors que j'étais accro à la série d'origine. Ouais, je pense que ça souffre pour toi en tout cas pour ceux qui connaissent de la comparaison peut-être avec voilà. Alias. Moi, j'ai pas cet on passera là. Cet aspect-là. Ouais. Et par contre, oui, on voit après que Brian Bendis s'est fait plaisir. D'ailleurs, tiens, il quitte Marvel, il finit la Jessica Jones. Je sais pas s'il va le refiler à quelqu'un d'autre, mais il quitte Marvel pour aller chez DC Comics. Oui, ça c'est un truc de fou. Merde, il va faire quoi, l'homme de l'Atlantide ? Je sais pas. Et donc, on voit qu'il a fait venir tous ses potes sur Jessica Jones, couverture d'Alex Malev, couverture de David Mack, tous des gens qui ont travaillé avec lui sur Daredevil, entre autres. Les couves, elles sont sympas. Les couves et des chiens. Voilà, bref, c'est une série sympathique, mais qui souffre de la comparaison vraiment avec la série précédente. C'est un peu dommage. Moi, honnêtement, je m'attendais à lire quand même un peu une merde, donc c'est aussi peut-être pour ça que je suis... voilà, honnêtement, franchement, je suis allé un peu à reculons. Je m'attendais un peu à lire une grosse daubasse, et sur le même principe que ce que je disais tout à l'heure pour Valérian, il y a le succès Netflix. Je m'attendais à lire une série de station-service qui surfait sur le succès de la série télé. Non, parce que Bendis est très très fort dans le côté polar. Voilà, moi, c'est quelque chose qui maîtrise à donf le côté polar. C'est ce qui me rassurait, c'est qu'il y avait Bendis quand même qui était là au scénar. Bon, voilà, moi j'ai moins de points de comparaison que toi. Et effectivement, s'il y a du meilleur à côté, forcément ça souffre de la comparaison. Je suis d'accord avec toi. Depuis le temps que la série précédente s'est arrêtée, il aurait sans doute fallu faire un petit vous avez raté dans l'épisode précédent. Ok, très bien. Oui, parce que voilà, elle a été dans plein de séries Marvel entre-temps comme personnage. Maintenant, honnêtement, je pense que pour le coup, objectivement, c'est peut-être moi qui suis le mieux placé pour parler de la BD objectivement. Tu vois, oui. avec moins d'affect, avec moins de comparaison, etc. C'est bien. Voilà, honnêtement, c'est bien. Et c'est bien ficelé. Et au niveau du scénar, c'est très cohérent. Il y a des petites choses qui auraient pu être un peu plus expliquées ou des choses qui auraient pu passer un peu plus vite, d'autres s'attarder un petit peu plus. Bon, après, ça, c'est du goût, quoi. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est très bien. Juste un dernier point, Thio, pour le côté trash que tu avais. La série Alias était dans une collection qui s'appelait Max, qui était une collection violente, qui n'avait pas de limite, en fait, en ce qui concerne le cul et la violence. Tandis que là, on est sur du Marvel standard et où, donc, forcément, c'est logique que ce soit un peu oui, c'est très propre, là. Voilà. La Nef des Fous, le tome 8. Donc La Nef des Fous, une série en 7 tomes plus hors série, qui se poursuit, alors qu'elle n'était pas censée le faire. À croire peut-être que malheureusement, les autres tentatives dans la bande dessinée de Turf, l'auteur, n'ont pas eu le succès escompté. Et donc forcément, quand on arrive sur un truc qui arrive alors que c'est censé s'arrêter, on y va un peu à reculons, plein de craintes envers la qualité du produit. Tout de suite, je vais vous rassurer, si vous aimiez le dessin de Turf, c'est toujours dans la même qualité, dans la même veine, avec une coloration des planches admirable. C'est plein de couleurs, plein de fantaisie, plein de... Voilà, c'est mignon, c'est beau, c'est excentrique. Mais je vais peut-être vous expliquer ce qu'est la Nef des Fous. La Nef des Fous est une sorte de grande nef dans laquelle vit un petit monde médiéval au milieu d'un univers et à l'extérieur, en fait, c'est un monde post-apo, entre guillemets. Dans la première grande saga, au final, il y a la nef qui s'est ouverte, il y a une sorte de grand tremblement de terre, mais vraisemblablement, les gens ont continué à vivre leur petite vie à l'intérieur de la nef, dont 2 enquêteurs, qui était très présent dans la série précédente, qui continue à enquêter sur le trafic de coloquinte. Car oui, il y a du trafic de coloquinte, et c'est quelque chose de très grave, monsieur. Sachez-le. Ah oui, ouais, ça a l'air. Ouais. Voilà. Et ce faisant, ils vont se rendre compte que ce trafic dont on entendait parler depuis 7 tomes existe vraiment. Ils vont avoir des réelles pistes, tout en suivant en parallèle
la reine, la fille, enfin la princesse quoi, qui aimerait un peu son indépendance et sortir de cette vie de palais qui ne lui plaît plus. Pendant ce temps, sa mère essaye de lever des fonds pour réparer le toit. Oui, parce que la nef est fendue et donc il faut réparer le toit. Il faut être très pragmatique. Hein. Oui, non, c'est voilà. Et le grand méchant des 7 tomes précédents a fait amende honorable et explique que maintenant il va redevenir gentil. Il a changé. Il a changé. Voilà. Changement. Voilà. J'ai retrouvé cette excentricité qui est le plaisir de la Nef des Fous. Ce dessin que je trouve vraiment très joli, qui n'a pas vieilli, je trouve, dans le style, qui est toujours aussi agréable, aussi plaisant. J'ai pris plaisir à cette suite qui sera en 2 tomes, il me semble. Oui, c'est ce qui est prévu. Le nouveau cycle est en 2 tomes. Voilà, qui n'a pas les enjeux de la saga précédente. Où il y avait vraiment quelque chose de beaucoup plus important vis-à-vis de l'univers, mais qui s'attache à des personnages et à des côtés qui avaient été un petit peu oubliés, parce que c'est justement, ça n'avait pas cette ampleur-là dans la série à la base. C'est une sorte de petite renaissance sympathique, plein de belles trouvailles. Franchement, j'ai passé un très bon moment en lisant ce tome 8 de la Nef des Fous. Petite question, moi qui n'ai pas lu l'intégralité du premier cycle, est-ce qu'on peut attaquer directement avec ce tome 8 ou pas ? Oui, entre guillemets, parce qu'il y a un beau résumé au début déjà qui aide. Il y a un gros résumé, et puis chaque personnage est vraiment représenté à chaque fois. Maintenant, il manquerait un gros morceau, quoi. Je pense que pour pleinement goûter, on va dire, la substantifique moelle de la Nef des Fous, il faut avoir, je pense quand même lu les 7 tomes avant. Je pense que si tu lis ce tome-là par hasard, ça te donnera envie de lire les précédents. Voilà. C'est de savoir, tiens, mais comment en est-on arrivé là ? Parce que ça ne révèle rien. Justement, il y a une intelligence de ne pas en révéler trop sur ce qui s'est passé dans les tomes précédents. On sait juste qu'il est méchant. Voilà. Oui, mais ça, on le savait tout de suite dans la BD, il me semble. Oui. Voilà, c'était pas un mystère. Taillot. Écoute, là, moi, je te dirais, quand tu m'as présenté l'achat en question, parce qu'on s'est croisé juste après ta séance délestage de portefeuille, tu m'as dit la Nef des Fous. J'ai fait quoi ? C'est pas fini ? J'ai fait ouais, c'est fini. Mais en fait, il y en a fait à nouveau. Ah ! Et ce A était quand même lourd, très lourd de sens. Très lourd et assez suspicieux. J'étais là, je me dis oh là là. Est-ce que Turf a besoin d'argent ? Est-ce que oui, comme tous les auteurs de toute façon. Ça on le savait, on l'a rencontré. On l'a rencontré, on le savait. Non, ça va. Et bon, voilà. Bon, je me lance, je le lis et clairement, pour moi, la magie a fonctionné, quoi. Je suis revenu dans le monde de la Nef des Fous. Tu retrouves tes 2 enquêteurs, je ne me rappelle même plus leur prénom, mais on se retrouve dans cette espèce de maison de fous d'Astérix et Obélix, quoi, où chacun fait son truc, des trucs totalement bizarres et zarbi, mais tout fonctionne. Graphiquement, c'est splendide, et j'ai trouvé que l'enquête et tout ce qui te rajoute là maintenant au niveau de la famille royale, tout fonctionne. Donc voilà, ça a été vraiment un gros plaisir pour moi de me replonger dans la Nef des Fous. Vivement le prochain tome. J'attendrai le tome 2 pour un éventuel coup de cœur. Alors toi, t'as... Moi, il va falloir que j'attaque, que je réattaque, puisque j'avais lu 2 ou 3 tomes. Eh bien, très cher, tu vas avoir une belle pile de BD alors, je vais pas lire tout de émission. suite, parce que pour le coup, je suis pas en avance pour la suite des émissions. Ouais. Bref, voilà, La Nef des Fous, tome 8. Si vous avez aimé les tomes précédents, replongez-vous dedans. Et si vous n'avez pas lu les tomes précédents, lisez-les. Voilà. Je crois qu'on n'a pas d'autres conseils. Un final. Tébori, tome 3, donc chez Dargo, par le duo espagnol Robledo Toledano. Robledo Toledano. Gozaimasu. Gozaimasu, donc pour vous refaire un petit pitch rapide, Yoshi, donc est un jeune tatoueur, ancien voyou qui s'est donc justement converti dans le tebori, donc c'est le tatouage traditionnel japonais. Pour ça, donc il a rencontré Horisujin, je suis désolé pour les prénoms, Horisujin, qui est donc un grand maître tatoueur japonais justement dans le tebori. Sauf qu'Horisujin, donc tatoué avant les yakuza, il a eu un petit problème
un léger différent qui a entraîné quelques multiples fractures au niveau des deux mains. Donc forcément, dommage dans le milieu. c'est un peu plus difficile ensuite pour tatouer. Et donc Yoshi, qui était donc son apprenti, est devenu en fait son tatoueur attitré. Yoshi va être, on va dire, branché par une charmante jeune femme, Otsuya, qui en fait mène un double jeu. Elle est à la fois une collectionneuse de tatouages et en même temps, en fait, je sais même pas pourquoi je reste avec la BD dressée en l'air comme ça. Moi j'aime bien. Pour mettre la caméra, je pense. Hein. C'est Voilà, quoi, c'est pour la là, caméra. Là, je sens que tu as envie Je de suis tuer la prêt, caméra. je suis T'es prêt. Ouais, tu regardes, je vais faire ça, et c'est très bien. Et donc Otsuya, donc il mène un Tout le double monde a jeu. bien entendu ce qu'il a fait. Il a fait clac Il en a posant la fait BD. clac en posant la BD. Donc Otsuya mène un double jeu. Elle est à la fois une collectionneuse de tatouages et en même temps un agent d'Interpol qui est là en fait pour placer dans le salon de tatouage des micros pour recueillir en fait toutes les confidences des yakuza qui viennent se faire tatouer, parce que comme c'est un moment un petit peu de détente, de lâcher prise. Puis d'intimité. Voilà, à ce moment-là, il se confie. Donc là, justement, Otsuya, en se faisant tatouer par Orisejin, qui est un des 7 ou 8 grands maîtres du tatouage, elle va réussir à placer un micro dans le salon et elle va pouvoir recueillir tous les témoignages des yakuza. Parce qu'en fait, les yakuza, quand ils se font tatouer des scènes de leur vie. Donc, ils se font tatouer le meurtre d'un tel, l'assassinat de machin, etc. Et donc, chacun de ces tatouages, forcément, pour que le tatoueur puisse le représenter, il a besoin d'avoir des informations. Et donc, le yakuza s'épanche, raconte les événements. Quoi de mieux pour un agent d'Interpol ? Et donc là, on s'est retrouvé dans ce tome 3, début tome 3. Yoshi et Orisejin sont arrêtés par la police. La police essaye aussi de faire une descente chez différents yakuza, dont Takeshi, qui est le chef des yakuza de je sais plus où, mais il est important. Voilà. Sauf que lui, donc, il prend son katana et il s'en va. Il arrive à tout sonner comme ça et il se casse sans qu'il arrive à l'arrêter. Avec l'accent, ça t'a plu ça ? Non. Un joli tatouage, un joli bruitage. Ensuite, donc, Yoshi et Orisejin donc sont chez dans les locaux de la police. Seulement, eux, ils ne lâchent rien. Ils sont prêts à tomber. Ils ne diront rien de plus que ce qui a déjà été révélé par les écoutes. Mais en même temps, C'est-à-dire que si... Oui, mais eux n'ont rien fait de mal. Oui, bien sûr. Mais sauf que s'ils se mettent à table, il y a d'autres trucs qui Sauf vont que du tomber. coup, voilà. Ça pourrait être leur tête des épaules aussi. Donc du coup, eux, par fierté, ils décident de... Non, on ne dira rien. Donc ils repartent libres. Et forcément, Takeshi, quand il apprend que c'est Orisejin, le tatoueur chez qui le micro a été placé, il veut venir... il veut les retrouver et les dessouder. Forcément. Graphiquement, c'est toujours aussi beau. C'est, je trouve, très réussi entre cette espèce de Japon moderne et ce côté très traditionnel du petit salon de tatouage, les tatouages en eux-mêmes qui sont absolument splendides, quoi. J'imagine par contre pas la douleur que ça doit être de se faire tatouer comme ça à l'aiguille à la main. Par contre, après, j'ai été assez éberlué par ce côté fantastique qui clôture l'histoire. Qui commençait à être mise en place dans le tome 2. Qui commence à être mise en place dans le tome 2, mais qui, je trouve, devient à peu près complètement énorme et dingue à la fin, quoi. C'est une sorte d'explosion totale et qui, en fait, passe bien. Voilà. Même si c'est énorme, ça fonctionne. Ce qui fait que, voilà, j'ai quand même pris vraiment un bon gros coup de fun avec ces 3 tomes de Tebori sur le tatouage, qui est en fait une enquête policière qui a un petit peu de fantastique sur la fin, et ça passe vraiment très bien. Les 3 tomes en eux-mêmes sont graphiquement intéressants. Les 3 couvertures là, jaune, fuchsia et bleu, claquent assez bien. Les couvertures sont vraiment très belle, et notamment ce qui est en filigrane derrière là, qui représente les animaux totems, on va dire, des personnages principaux. Voilà, je trouve que c'est une jolie collection. J'ai pas encore lu le tome 3, mais franchement je l'attendais avec impatience, parce que une histoire sympa en 3 tomes, ça évite de filer en 150 milliards de pages, et voilà, je trouve que c'est un format contenu intéressant pour ce genre de scénario. J'ai hâte de lire le tome 3. Oui, très bonne série. Franchement, ça marche bien, ça fonctionne bien. Bonne intrigue policière, un fantastique juste ce qu'il faut pour pas être trop présent.
et donner sujet à interprétation en fait. Et un graphisme léché, efficace, tout en finesse. C'est très dynamique au niveau du dessin aussi, hein. Ça claque, hein. Vraiment très bon. Puis voilà, tu vois les petits détails là. La 4e de couve faussement écrite à la verticale pour faire des écritures japonaises. Enfin, je trouve que c'est un travail qui est assez soigné. Moi j'aime bien. Ça mériterait une belle petite intégrale. Ouais. Voilà, ça ferait un beau cadeau pour le coup. Ouais. Voilà. Bonne série. Coup de cœur. Moi je peux pas me prononcer. Ouais. À vous. Voilà, attends. Ça va faire beaucoup là. Moi, j'ai toujours parlé avant toi, de toute façon, vas-y. Moi, une série en 3 tomes, graphisme qui est léché, qui fonctionne bien, qui raconte une histoire prenante. Attention, coup de cœur, les gars, c'est censé être high level quand même. Ouais. Non, en fait, on n'est pas dans le high level du coup de cœur. C'est peut-être bien, mais est-ce que c'est high level? Non, non, t'as raison. J'étais en hésitation, là. Toi, t'aurais... Moi, je l'aurais pas mis. Tu l'aurais pas mis? Ah, bah voilà! En plus, on est d'accord. Oh, c'est du beau boulot. On est bien. Eh bien, merci, Tata. les amis, pour cette fin des émissions. Yes. On espère que vous avez apprécié de nous écouter. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à nous rejoindre sur Tipeee, car ça nous donne un coup de main. On vous rappelle que cette émission, vous pouvez l'écouter gratuitement, mais que vous pouvez participer en nous offrant un café, une bière par mois, par émission, voire vous limiter, dire « Oula, je veux vous donner que 1 euro par mois, pas plus ». Vous avez aussi la possibilité de le faire. Mais c'est vous qui décidez. surtout, n'hésitez pas, parce que là, du coup, on a quand même pu payer Dr Christian, grand marabout d'Abidjan, qui est venu en fait voir notre table de mixage et qui a réussi à la démarabouter. En fait, un esprit chagrin était rentré à l'intérieur, et là maintenant tout va mieux, plus de bruit suspect. Alors la table de mix va vachement mieux. Par contre, on n'a plus le Wi-Fi, on a la connexion même par la 4G de nos téléphones qui ne fonctionne plus sur les ordinateurs, et l'ordinateur de Mathieu qui est parti en couille. Mais sinon, la table de mix, elle, La table de mix, mais Dr Christian, il a bien fait son taf. Ah oui, c'est Sur la table de mix. Ah, sur la table de mix. Je pense qu'il a rejeté le reste du merdier ailleurs. Mais... C'est une cage de Faraday ici. Ah oui, putain. Bref, voilà, donc n'hésitez pas à nous soutenir, ça nous permettra aussi d'élargir un petit peu nos horizons en termes de bande dessinée. On va peut-être bientôt relancer, parce que nous tenons nos engagements vis-à-vis de la BD des tipeurs. Oui, nous avons donc l'Enfant de la Lune qui est dans la pile. Qui est dans la pile, qui va être chroniqué. Alors je vous avoue que je sais, faut qu'on voit avec le triumvirat, mais je pense qu'une BD par mois pour les tipeurs, c'est too much, parce qu'en fait, on ne s'y tient pas du tout. Mais si, on peut le faire. On peut le faire, mais il faut anticiper. C'est-à-dire qu'en gros, il faut commencer à faire la demande avant. Il faut qu'on commence à lancer le truc avant qu'on ait. Mais on en discutera. Ouais, c'est une question d'organisation. On va y arriver. Moi, c'est ma bonne résolution de cette année. On peut le faire. Voilà. Bref. Ma résolution de cette année, c'est SNCF, c'est possible. D'accord. Ok, SNCF. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. À très bientôt sur lavoidesbulles.fr. Que vous pouvez retrouver sur lycos.fr. Sur iTunes, sur Facebook, sur Twitter. Ce sera un grand plaisir d'être de nouveau dans vos oreilles. Bye bye. Ciao.